La célébration de la journée des droits de l'homme était l'occasion pour Amnesty International de faire le bilan de ses actions au Bénin. Pour ce faire, un accent particulier a été mis sur la liberté d'expression en se fondant sur deux outils essentiels, à savoir le code pénal et le code sur le numérique. Sur la liberté d'expression, il faut dire, certainement vous le savez également, que le Bénin a retiré à ses citoyens le droit de saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples lorsque ces citoyens-là ou les ONG estiment n'avoir pas obtenu gain de cause auprès de nos juridictions nationales. On pourrait également dire aujourd'hui que le droit de réunion pacifique n'est pas garanti parce que dans le code pénal, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un certain nombre de dispositions. Nous en avons dénombré quelques-unes et c'est vrai que dans nos interactions avec d'autres associations, nous avons appris qu'il y en a beaucoup plus. Et à la lumière de ces dispositions-là, il n'est pas permis aujourd'hui de faire une quelconque manifestation, fût-elle pacifique. Et toujours sous le couvert de cette disposition, on a eu des hommes politiques qui ont été également arrêtés. Donc c'est pour vous dire que sur le terrain de la liberté d'expression, sur le terrain de la liberté des médias et de la liberté de réunion pacifique, tout n'est pas encore rose. Nous l'avons décrié les années antérieures, mais nous continuons également en cette célébration d'appeler les autorités à revoir leur copie en ce sens-là. Dans les écoles, au niveau de la jeunesse, au sein des communautés, Amnesty International Bénin a laissé des empreintes significatives. Plusieurs projets ont été initiés. À l'occasion de la journée de l'enfant africain et de la journée internationale de la jeunesse, le comité enfants et jeunes a pu également tourner des capsules vidéo de sensibilisation. Dans le cadre de la journée de l'enfant africain, c'était pour se pencher sur la situation des enfants apprentis. Et dans le cadre de la journée internationale de la jeunesse, c'est pour amener les jeunes à prendre conscience de leur potentialité et à s'engager davantage sur les questions de défense des droits humains. Nous avons organisé une initiative dans les lycées et collèges que nous avons appelé le projet Cadre sur la liberté, le droit à la santé. Et à travers ce projet, nous avons pu impacter plus de 2000 élèves qui ont compris qu'en tant qu'individus, eux-mêmes sont acteurs de leur santé. Le message essentiel que nous avons pu passer, c'est de savoir que pour garantir un bon état de santé, il y a des règles qu'il faut suivre. Se laver les mains, utiliser les poubelles, porter des vêtements propres, ainsi de suite. La situation des détenus n'a pas été occultée. Par ailleurs, Amnesty International Bénin note certaines violations des droits humains par les hommes en uniforme et fait des propositions. Il y a encore quelques semaines, nous réagissons sur l'importance pour le Bénin d'appliquer l'avis du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire qui a constaté la détention arbitraire de Frédéric Joël Aïvor, qui est un opposant politique au Bénin, et qui a demandé que ce personnage-là soit libéré de prison, qui est détenu arbitrairement et qu'il soit dédommagé. Nous allons continuer à suivre la situation de ces personnes-là, également de Mme Rekiatou Madougou, également, qui avait bénéficié du même avis il y a de cela 2 ans. Et nous avons appelé les autorités béninoises dans nos différents rapports et encore cette année à appliquer ces avis du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, qui est un mécanisme de protection des droits humains mis en place par l'Organisation des Nations Unies, une organisation à laquelle le Bénin appartient. Donc cette année encore, nous continuons de demander aux autorités de placer la protection des droits humains au cœur de la lutte contre les actes perpétrés par les groupes armés. Après avoir exposé le bilan des activités menées, les responsables de Amnesty International Bénin ont répondu aux différentes préoccupations des journalistes présents à cette conférence de presse. À la question de savoir si les droits de l'homme sont véritablement respectés au Bénin, le directeur exécutif de l'organisation précise que le Bénin a fait des avancées notables. Cependant, du chemin reste encore à faire. Somme toute, le respect des droits de l'homme est une affaire de tous et chacun devra apporter du sien pour l'atteinte de cet objectif. Camarades combattants pour la liberté, pour la souveraineté et l'indépendance réelle. C'est un immense plaisir aujourd'hui de prendre la parole à l'orée donc du 11 décembre, date qui consacre la fête de l'indépendance de notre chère patrie. Nous remercions Dieu d'être les artisans aujourd'hui de cette indépendance réelle. Nous prions également pour que tous ceux qui ont été blessés physiquement et psychologiquement dans ce combat
puisse recouvrer la santé. Prions Dieu pour le repos des âmes de ceux-là qui ont combattu au sacrifice de leur vie pour que notre nation puisse rester et demeurer. Nous prions également Dieu qu'il puisse consoler le cœur de tous ceux qui ont perdu des êtres chers dans cette bataille. Camarades, les épreuves définissent le peuple. Aujourd'hui, l'épreuve que nous vivons au Burkina Faso définit notre peuple. Un peuple courageux, vaillant, combattant, conquérant, résilient. Les qualificatifs manquent pour pouvoir qualifier notre peuple. Parce que ce que nous vivons est un moment unique. À travers cette bataille, nous avons pu nous unir et nous donner la main dans une cohésion parfaite pour soutenir nos forces combattantes, pour pouvoir mener à bien ce combat pour notre indépendance réelle. Voilà pourquoi je tiens à rendre hommage au peuple qui a compris le sens de notre message et qui contribue de manière volontaire à l'effort de guerre et aussi à travers les taxes et les prélèvements que nous faisons sur les activités au quotidien. Merci au peuple qui a compris l'essence de notre combat et qui permettent aujourd'hui aux forces combattantes d'être bien équipées, bien formées. Nous poursuivrons dans ce sens pour que nous puissions monter en puissance au niveau de l'armée, construire une armée forte et pouvoir donc équiper cette armée comme il le faut. Il n'y a aucun développement, aucune paix possible sans une armée forte. Voilà pourquoi nous devons rendre hommage à ceux-là qui ont tout sacrifié pour que nous puissions être là aujourd'hui et parler de Burkina Faso. Nous continuerons à les équiper, à poursuivre notre déconquête, à continuer à mailler notre territoire de sorte que la consolidation de tous ces acquis dans le combat soit une réalité et soit effective. Camarades, il arrive des moments donc dans l'histoire d'un peuple que ces situations arrivent. Mais nous avons su au Burkina Faso nous unir et nous donner la main pour pouvoir vaincre l'ennemi. Les combattants aujourd'hui sont fiers et continueront leur mission pour recouvrer l'intégralité de notre territoire et pouvoir donner vie à notre nation. Plusieurs opérations ont d'ores et déjà commencé et vont s'intensifier. Nous allons les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement et les éliminer jusqu'au dernier. La seule chose qui puisse prévaloir pour qu'ils puissent survivre, c'est qu'ils se rendent à nos différentes forces en déposant les armes et leur logistique. Le cas échéant, combattez-les jusqu'au dernier. Parce que le Burkina Faso n'abandonnera jamais. Le Burkina Faso n'abdiquera jamais. Le Burkina Faso va combattre. Nous sommes un peuple fier, combattant, guerrier et digne. Et nous continuerons dans ce sens. Tous ceux qui rêvent de voir le Burkina Faso à genoux pour espérer nous ramener dans l'esclavage doivent comprendre qu'ils ont échoué. Parce que ceux qui ont risqué leur vie hier nous ont instruit de continuer le combat jusqu'à notre liberté totale et notre indépendance. Voilà pourquoi je tiens à remercier tout un chacun, burkinabé de l'intérieur et de l'extérieur, qui continuent de contribuer à l'effort de guerre, de poursuivre leur démarche et que nos forces armées puissent atteindre le niveau que nous escomptons, sécuriser nos populations et nos terres. Merci à tous et je souhaite donc que cette fête d'indépendance soit un moment de méditation, que chacun médite sur l'indépendance réelle et pouvoir apporter ce qu'il peut apporter pour que notre Burkina Faso rayonne en Afrique et dans le monde. Le Burkina Faso reste et demeure. Vive le Burkina Faso, vive nos vaillantes forces combattantes. Que Dieu les protège, que Dieu veille sur eux dans toutes leurs missions, sur toute l'étendue du territoire. Que Dieu fasse en sorte que l'année 2025 soit l'année de notre victoire finale sur l'ennemi. Merci à tous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La situation que traverse la France est une situation complexe. Les forces en présence sont dans une posture tranchée, et ce qui fait que le président Macron a toutes les difficultés pour tirer son épingle du jeu. C'est vrai que la situation était prévisible. Le gouvernement de Michel Barnier était un gouvernement fragile à l'origine. Michel Barnier a été nommé contre l'avis des forces majoritaires au Parlement. Cette première force du Parlement aujourd'hui avait proposé pour nomination Lucie Castet pour être Premier ministre. Mais le président Macron, ayant le pouvoir discrétionnaire, préféré Michel Barnier, qui est un vieux routier de la politique française, à ce poste. Une motion de censure a été votée à la majorité il y a quelques jours. L'un dans l'autre, on va dire aujourd'hui que l'horizon politique est sombre
pour la France, telle que se présente la situation, qui constitue même une première, parce que depuis 1962, on n'a pas connu une situation pareille. Aujourd'hui, aucun parti n'est majoritaire au Parlement, ce qui fait que tout est possible. Le gouvernement français a connu plus de 5 chefs. On a eu plus de 5 premiers ministres en moins de 10 ans. Nous avons eu Édouard Philippe au début, en 2017. Après, il y a eu Jean Castex qui est venu. Après Jean Castex, on a eu Elisabeth Borne, qui a été la deuxième femme Premier ministre en France. Après Gabriel Attal et Michel Barnier. Et c'est des premiers ministres qui n'ont pas eu de longue durée à la tête de l'exécutif. C'est de courte durée, des premiers ministres de 2 ans, de 1 an, quelques mois, ou des premiers ministres de 10 mois. Quand c'est dans l'instabilité comme ça, on ne peut conduire aucune politique gouvernementale pour atteindre des objectifs. La seule chose aujourd'hui qui peut calmer la tempête ou la tension politique visible dans le pays, c'est le consensus. Il n'y a pas de mots. C'est que les partis politiques qui sont aujourd'hui sur l'échiquier politique national puissent s'entendre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la France. Aujourd'hui, la France est dos au mur parce que nous sommes, je ne vous apprends rien, quand on est en fin d'année, généralement tous les pays se dotent d'un budget. Le budget général de l'État, exercice de l'année suivante. Et pour la France, c'est le budget général de l'État, exercice 2025. Aujourd'hui, la France est sans budget, n'a pas encore son budget. Est-ce que dans cette crise, on va rentrer en 2025 sans budget? Je pense que ce serait suicidaire pour la France qui est déjà en difficulté économique. Avec tout ce que nous avons connu comme crise économique, choc exogène, etc., etc. Je pense que le mieux à faire, c'est de vite doter la France d'un budget. Je pense qu'il faut repenser la démocratie. Si vous prenez un pays comme la Chine, qui fait une démocratie, qui ne dit pas son nom, mais ça fonctionne. La Chine, aujourd'hui, n'a rien à envier aux démocraties occidentales. Et tout se passe bien, les choses fonctionnent, et le pays évolue, et il y a une croissance économique qui est au rendez-vous, il y a des réalisations qui se font. Et aujourd'hui, la Chine est presque une puissance, pas presque une grande puissance qui fait peur. Le président Macron essaye de se débattre dans cette pagaille politique comme un beau diable. Mais il y arrive quand même, parce que les résultats sont palpables aujourd'hui. Vous allez en France, vous êtes fasciné. Vous constatez que quand même le pays bouge et que les choses vont de l'avant. Donc on va souhaiter que finalement que la politique politicienne s'arrête pour que le développement prenne le dessus. Alors qu'il avait annoncé la fin de sa retraite politique l'année dernière et son intention de revenir au pouvoir, Edgar Lungu doit réviser ses plans. La Cour constitutionnelle zambienne a estimé mardi en effet que l'ancien président ne pouvait pas se présenter aux élections de 2026. Edgar Lungu a dirigé la Zambie entre 2015 et 2016 après le décès de Michael Sata. La période comptait de facto pour un mandat complet, selon les juges. Le second mandat est celui qu'il a exercé de 2016 à 2021. Pourtant, Edgar Lungu a brigué sa propre succession en 2021 avant d'être battu par Hakainde Hichilema. Il n'aurait donc pas dû participer à ce scrutin, si l'on tient compte du verdict de la Cour constitutionnelle. Une manipulation politique, c'est ainsi que le sexagénaire a qualifié cette décision. Un procès repoussé au 7 janvier prochain. En Ouganda, l'opposant Kizza Besigye, qui devait comparaître ce mardi 10 décembre devant le tribunal, a vu son procès être ajourné. Et pour cause, son avocate principale n'a pas obtenu l'autorisation de plaider. L'audience a donc été décalée de plus de 3 semaines, une déception pour l'homme et ses avocats qui espéraient un report limité à 1 semaine. Médecin et homme politique ougandais, Kizza Besigye est aussi un ancien colonel de l'armée. Celui qui a été candidat aux élections présidentielles de 2001 et 2006 est accusé de menaces à la sécurité nationale. Il a été arrêté en novembre dernier au Kenya dans des conditions encore floues. Les Nations Unies et plusieurs organisations des droits de l'homme ont exprimé leurs préoccupations concernant le rôle joué par le Kenya dans l'extradition de cet opposant farouche au régime du président Museveni.
Panique générale dans les rues de Nairobi, capitale du Kenya. À coups de grenades lacrymogènes, la police disperse la manifestation populaire anti-féminicide. Des scènes de chaos soldées mardi par de nombreuses arrestations. La Constitution est très claire et tout le monde doit faire preuve de fidélité à la Constitution du Kenya, y compris la police. Ils nous poursuivent comme des enfants et nous sommes ici pour protester contre les meurtres de personnes. Cela se produit partout. Ça n'a pas d'importance dans ce pays. Combien de temps allons-nous vivre comme ça? La manifestation a fait de nombreux blessés et le Kenya fait face à une série de violences silencieuses à caractère sexiste. 97 femmes tuées entre le mois d'août et octobre, selon la police, la plupart par leurs conjoints, et le peuple crie son ras-le-bol. Nous vous supplions de ne pas nous tuer. Nous sommes venus ici pour une raison et ils lancent des gaz lacrymogènes partout. Les femmes sont dispersées partout. Il est grand temps que nous écoutions les femmes. Arrêtez de nous tuer. Le mois dernier, le président William Ruto s'est engagé à consacrer plus de 700 000 $ américains à une campagne visant à mettre fin au féminicide au sortir d'une rencontre avec des femmes élues. Violences récurrentes et catastrophes climatiques, entre autres, plombent le système éducatif en Éthiopie. Près de 18% des écoles du pays ont été détruites ou endommagées. La région du Tigré, par exemple, sort d'un conflit de 3 ans qui a donné un coup d'arrêt à l'enseignement. L'Éthiopie ne peut pas attendre. 9 millions d'enfants ne sont pas scolarisés. C'est un pays touché par les conflits, mais aussi par les catastrophes climatiques. Je lance donc un appel pour obtenir davantage de fonds et de ressources pour l'Éthiopie, un pays qui mérite toute notre solidarité, notre soutien et notre autonomisation, rien de moins. Le pays accueille la 3e plus grande population de réfugiés en Afrique, une pression supplémentaire. L'Éthiopie a été confrontée à de nombreuses crises. Les gens se déplacent en cas de crise, d'inondation pour échapper aux crues, en cas de sécheresse pour trouver de l'eau pour les animaux. Ils se déplacent pour échapper aux conflits avec leurs enfants qui ne peuvent plus aller à l'école. Dans certains cas, les écoles sont détruites ou endommagées par les inondations ou les conflits et elles servent souvent de logement pour les déplacés. Tous ces éléments affectent la capacité des enfants à aller à l'école. Il faut 64 millions de $ pour faire face aux besoins éducatifs aigus du pays, conformément à son plan de réponse humanitaire. Un dernier adieu avant le retrait définitif. Les forces tchadiennes se sont rendues à la base française de N'Djamena pour assister aux premières heures du retrait militaire. Ça va très bien. On a eu une petite déconvenue. 2 des 3 avions de combat Mirage ont décollé pour atterrir à la base de Nancy, dans l'est de la France. Un premier départ qui marque la fin de la coopération militaire entre la France et le Tchad, comme demandé par N'Djamena il y a 1 mois. La France totalisait environ 1000 soldats ainsi que du matériel militaire dans le pays. Les 2 anciens alliés doivent désormais fixer un calendrier pour le retrait progressif et définitif des troupes françaises. Selon le Tchad, cette décision marque un tournant historique qui devrait lui permettre de redéfinir ses partenariats stratégiques en fonction des priorités nationales. Il s'agissait de l'un des derniers pays de la région où la France maintenait une présence militaire importante après avoir été évincée ces dernières années du Niger, du Mali et du Burkina Faso. La police sud-africaine poursuit son opération contre les mineurs illégaux à Stilfontein, près de Johannesburg. Ce week-end, 6 mineurs ont refait surface et ont été immédiatement cueillis par les forces de l'ordre. Cette lutte s'inscrit dans le cadre de l'opération Fermer les trous, lancée par les autorités sud-africaines en décembre 2023. En octobre dernier, elle a pris une nouvelle tournure. Des policiers assiègent l'entrée de puits, coupent l'approvisionnement des mineurs afin de les pousser à remonter à la surface. Au moins 1420 mineurs clandestins ont regagné la terre ferme, des Mozambicains et des Zimbabwéens essentiellement.
La stratégie, bien que critiquée, a reçu le soutien du président Cyril Ramaphosa et de la justice sud-africaine. Mais combien de personnes sont encore coincées sous terre à plus de 2000 mètres de profondeur, 3000 ou un peu moins selon les versions? Les mineurs clandestins, les étrangers en majorité, sont accusés de piller le sous-sol sud-africain et de terroriser les communautés locales. Huit morts et 3 blessés, tel est le bilan de l'effondrement mardi d'un immeuble de 6 étages au Caire, la capitale égyptienne, selon les autorités. Il s'agit d'un bâtiment d'habitation construit dans les années 1960. Les causes du drame n'ont pas encore été élucidées. Je buvais un café au kiosque d'Abou Ziad, à côté de la Housing and Development Bank, très tôt le matin. Nous avons entendu un grand bruit. J'ai regardé derrière moi et j'ai constaté que le bâtiment près de la banque s'était effondré. Tout le monde a couru vers le site. Nous avons trouvé un enfant nommé Tarek qui vivait sur le toit de l'immeuble. Il criait lorsque le bâtiment s'est effondré. Nous nous sommes donc précipités pour le sortir de là. Il vivait seul, ses parents étant décédés. Les effondrements des immeubles sont fréquents en Égypte où les constructions ne respectent toujours pas les normes architecturales, notamment dans les bidonvilles et les zones rurales. Même si les autorités disent avoir sévi ces dernières années contre ces pratiques. Petit à petit, la vie reprend son cours dans la capitale syrienne Damas, avec la réouverture des banques privées pour la première fois depuis la chute du président Bachar al-Assad. Un dirigeant d'établissement bancaire dans un quartier chic de la capitale a déclaré que les banques privées ont ouvert ce mardi. Une bonne nouvelle pour de nombreux habitants qui cherchaient à retirer de l'argent. Les banques sont ouvertes. Nous ne nous attendions pas à ce qu'elles ouvrent après l'éviction de l'ancien régime. Mais grâce à Dieu, la banque Al-Baraka est ouverte. J'ai retiré de l'argent. Ce retour à la normale reste incertain. Ce mardi à Damas, un panache de fumée noire a été vu s'élevant d'un bâtiment. Il n'a pas été possible de confirmer l'origine de la fumée, mais plusieurs frappes israéliennes ont touché différentes régions de la Syrie au cours de la nuit.